Salut! Pour vous autres qui aimez faire de la photo de paysage, comme moi, je vais vous aider à faire votre liste au Père Noël. Alors, en photo de paysage, quels sont les critères qui sont très importants à prendre en compte? Pour moi, il y a deux critères primordiaux qui vont être le piqué et la plage dynamique. Ça, c'est deux choses qui sont vraiment très importantes. Le piqué parce qu'on va faire des photos qui vont avoir une netteté sur toute la photo, ce qui fait que quand la profondeur de champ s'étend du premier plan jusqu'à l'infini, nos yeux vont beaucoup plus avoir tendance à essayer de chercher quelque chose de net. Quand on a une faible profondeur de champ, le détail net va ressortir naturellement par rapport au reste. Là, tout doit ressortir, donc il faut que tout soit net, et donc il faut que le piqué soit bon. Et la plage dynamique, ça va vous permettre de récupérer du détail dans des scènes qui sont souvent contrastées. Parce que quand on fait de la photo de paysage, on joue avec des lumières naturelles, la lumière du soleil, qui est une source de lumière dure, et qui donc va créer des zones très éclairées et des zones très sombres. Et il faut être capable de récupérer du détail dans les hautes lumières et dans les ombres. Et ça, c'est les capteurs avec des fortes plages dynamiques qui permettent de faire ça. Donc, sachant ça, sur quel type de boîtier vous pouvez vous orienter? Je pense que à la base un APS-C ça fonctionne déjà très bien parce que c'est un capteur qui est déjà suffisamment grand, qui a une bonne plage dynamique. Il semblerait que les appareils Nikon, Sony, tous ceux qui ont des capteurs Sony aient une plage dynamique plus importante que les appareils Canon. Donc si vraiment c'est ça qui vous intéresse, partez peut-être plutôt vers les Nikon. Si vous avez un budget assez limité, restez peut-être quand même chez Canon parce qu'il y a plus d'options en termes d'objectifs ultra grand angle. Mais si vous avez un budget un petit peu plus élevé, à ce moment-là, Nikon, je pense, peut être une bonne option. Et n'oubliez pas que probablement vous aurez envie de passer au plein format un petit peu plus tard, parce que un plein format, ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure plage dynamique, tout simplement parce que on va avoir le même nombre de pixels dans une zone plus large, le capteur va être plus grand, donc on aura le même nombre de pixels que sur un APS-C, mais sur un plus grand capteur, ce qui fait que chaque capteur va capter plus de lumière en réalité, et donc imaginez une zone d'ombre par exemple, va capter plus de lumière sur un capteur plein format que sur un capteur APS-C, ce qui fait qu'il aura plus d'informations avec lesquelles il pourra jouer, et donc vous aurez naturellement un peu plus d'informations dans les ombres et donc une meilleure plage dynamique. Donc ça voilà, c'est quasiment inné on va dire sur ces types de capteurs. Deuxième élément, je pense, qui est crucial, c'est que pour faire des photos de paysage, on va chercher souvent à faire des photos avec un très grand angle, ce qu'on appelle les ultra grands angles. On va chercher à faire des photos dans des focales équivalentes à environ 16-18 mm sur un plein format. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur un APS-C, vous allez chercher à faire des photos dans les 10-12 mm. Et les objectifs pour APS-C qui font 10-12 mm ont en général un piqué assez moyen. Même les tout meilleurs, moi j'ai un Tokina personnellement, il a le meilleur piqué de sa catégorie, mais ça reste un piqué assez moyen. Et en fait c'est tout simplement physique, pour l'instant les fabricants n'arrivent pas à fabriquer des objectifs ultra grand angle, qui sont là à 10 mm, 10 mm, 12 mm, qui offrent une très bonne définition sur toute l'image, sans trop de déformation, etc. Et si vous passez au plein format, à ce moment-là vous n'avez plus besoin d'objectifs de 10 ou 12 mm de focale, vous pouvez utiliser des objectifs qui ont 16, 18, 20 mm de focale. Et à ce moment-là, ces objectifs sont beaucoup plus faciles à fabriquer pour les fabricants, ils peuvent mettre du verre de meilleure qualité, et vous avez des photos beaucoup plus piquées, tout simplement. Donc c'est une deuxième raison de passer au plein format. Il y a même des photographes de paysage qui, eux, sont au moyen format, qui est un format encore plus gros que le plein format, allez comprendre les termes. Et du coup, avec les moyens formats, je ne sais pas quels sont exactement les ratios par rapport au plein format, mais on peut imaginer que du coup, vous prenez le même angle de vue, mais cette fois-ci avec un objectif qui est à 25 ou 30 mm, qui vont être des objectifs encore plus qualitatifs pour donner vraiment une netteté et un piqué encore meilleur. Donc voilà un petit peu toutes ces choses-là. Sachez par contre que vous allez jouer sur la profondeur de champ en changeant de capteur. Et une photo prise à f8 avec un APS-C aura une profondeur de champ plus importante qu'une photo prise à f8 avec un plein format. Ce qui fait que, comme pour les photos de paysage, il faut souvent un petit peu fermer le diaphragme.
si vous avez l'habitude de prendre vos photos à f8 avec un APS-C, sur un plein format, vous allez peut-être devoir passer à f13, f16, et peut-être encore plus sur un moyen format. Ce qui fait que ce que vous avez gagné en piqué et en netteté, vous allez peut-être le perdre à la fermeture du diaphragme, parce que ça va créer un petit peu de diffraction, et vous allez donc perdre un petit peu de netteté à cause de ça. Donc il y aura un équilibre à trouver à ce moment-là, mais peu importe, je pense que le plein format aujourd'hui, c'est le bon compromis justement entre les deux. On a beaucoup parlé déjà de tout ça. Pour les boîtiers, si vous avez un boîtier avec un écran orientable, ça peut être une très bonne chose. Pour l'instant, il y a très peu d'appareils plein format qui font ça. Je crois qu'il y en a un de chez Nikon qui est sorti avec un écran orientable, mais c'est le seul. Donc les APS-C sont très bien pour ça. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir par exemple à prendre des photos au ras du sol sans avoir besoin de vous allonger. Vous mettez votre appareil ou sur un trépied ou vous le mettez au ras du sol, vous le tenez avec vos mains, vous remontez un petit peu l'écran et vous voyez à ce moment-là exactement votre scène sans avoir besoin de vous allonger par terre. Et on fait souvent des photos au ras du sol quand même quand on fait du paysage pour avoir un premier plan très proche. Donc on a parlé un petit peu des objectifs aussi, grand angle ou ultra grand angle, selon que vous êtes en plein format ou en moyen format. Ensuite, l'accessoire qui va être très très important, ça va être le trépied. Ça c'est primordial. Là ça dépend un petit peu du type de photo de paysage que vous faites. Si vous faites des photos où généralement vous vous promenez en voiture, vous voyez un bel endroit, vous descendez de la voiture, vous faites vos photos, ou bien si c'est une petite marge, vous pouvez vous permettre d'avoir un gros trépied solide, un peu lourd, qui vous donnera plus de stabilité. Si au contraire c'est plutôt en faisant des randonnées et en partant une semaine, à ce moment-là le trépied il faut qu'il soit ultra léger et que vous trouviez des systèmes pour pouvoir l'alourdir au moment où vous prenez vos photos. Les filtres, ça va être très très important aussi, donc vous pouvez vous offrir des filtres pour Noël si vous avez déjà un appareil photo. Un polarisant, c'est vraiment indispensable sur 98% de mes photos de paysage, je mets un polarisant. Ça va vous permettre de rendre le ciel plus bleu, ça va vous permettre de diminuer les reflets à la fois dans l'eau, mais aussi par exemple sur tout ce qui est feuillage. Toutes les feuilles vont avoir des zones qui reflètent la lumière et d'autres qui sont plus sombres, et ça fait plein de mini sources de lumière, et c'est assez perturbant à l'œil quand on les regarde. Là ça va redonner un petit peu de la couleur et diminuer un peu ces reflets parasites. Donc c'est vraiment un très très bon achat de mettre un filtre polarisant. Vous avez aussi les filtres densité neutre pour pouvoir faire des longues pauses, donc le ND400 qui va vous permettre de faire plutôt des longues pauses sur les rivières, les cascades, des choses comme ça, et le ND1000 qui lui va vous faire des pauses beaucoup plus longues, qui va vous permettre de faire des filets de nuages ou peut-être des longues pauses sur la mer pour lisser un petit peu tout ça, faire des pauses de 30 secondes, 1 minute. En termes de logiciel, je pense que Lightroom est largement suffisant, parce que ça vous permet déjà de faire, en fait en photo de paysage on va faire beaucoup de retouches colorimétriques, beaucoup de retouches de balance des blancs, de netteté, tout ce que Lightroom fait. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire des filtres particuliers ou de jouer avec les calques. Et si vous cherchez un nouveau logiciel, peut-être investir dans un logiciel de HDR, comme, comment s'appelle-t-il? Je ne trouve plus le nom, je vous mettrai le nom dans la vidéo. Mais un logiciel de HDR, ça peut être une très très bonne idée. Photomatix, j'ai retrouvé. Parce que si vous apprenez à faire le HDR correctement, moi je suis encore en cours d'apprentissage, mais si vous apprenez à faire ça bien, ça se verra pas, et par contre ça va vous permettre de récupérer cette plage dynamique que vous cherchez à avoir, parce que vous allez prendre donc des photos sous-exposées et surexposées, et ces détails qui seront bien exposés sur ces deux photos là, de haute lumière et d'ombre, vous allez pouvoir venir les mettre sur votre exposition correcte, et donc vous aurez très rapidement une grande plage dynamique sans que ça génère de bruit ou de perte de détails. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez important. Voilà un petit peu pour le paysage. Je vais vous mettre là en dessous de la vidéo des liens vers toutes mes recommandations produits, c'est-à-dire que là je vous ai dit globalement quel type de produits peuvent être intéressants si vous êtes chez Canon ou chez Nikon, si vous cherchez exactement un objectif que je vous conseille, un filtre que je vous conseille, allez voir dans les liens en dessous, je vous mets toute la liste. Ce sont des liens Amazon, donc vous le savez probablement, c'est pour moi ma principale source de revenus entre guillemets sur ces vidéos. Je vous donne toutes ces vidéos gratuites, premièrement parce que déjà je peux pas trop m'en empêcher, il faut que je partage mes trucs parce que je trouve ça dommage d'apprendre des trucs et de pas les partager, mais ensuite ça demande quand même pas mal de temps, et ça demande parfois de se remotiver quand il faut faire une vidéo toutes les semaines, parfois 2 vidéos par semaine. Et moi, ma motivation, c'est premièrement d'avoir autant d'abonnés. Vous êtes déjà 7000 à me suivre, vous m'envoyez des messages et tout, donc ça c'est super cool. Et deuxièmement, faut pas se voiler la face, avoir un petit peu de sous à la fin du mois
pour notamment me racheter du matos photo et pouvoir vous le faire partager. C'est une motivation supplémentaire. Et bah, la publicité que vous voyez avant les vidéos, ça me rapporte aux alentours de 50-60 euros par mois. Et les liens Amazon, ça me rapporte aux alentours de 150-200 euros par mois. Donc si vous faites vos achats sur Amazon, je vous invite à cliquer sur ces liens et ensuite vous pouvez acheter ce que vous voulez du moment que vous êtes arrivé sur le site par mon lien. Tout ce que vous achèterez dans la foulée, je toucherai une petite commission dessus, vous c'est le même prix, et puis moi je touche une commission de 3,5%. Et, et puis bah voilà, donc ça c'est cool. Bah, c'est une bonne façon de me dire merci pour les vidéos que je fais. Une autre façon c'est de mettre un pouce ou de mettre des commentaires. Et n'oubliez pas aussi, comme on est bientôt en période de fête, si vous faites vos achats de Noël sur Amazon, bah, je vous en prie, cliquez sur un des liens, allez acheter vos DVD ou tout ce que vous voulez acheter sur Amazon. Et puis bah, moi ça me fera très plaisir en tout cas. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Sachez juste que cette vidéo fait partie d'une série de 8 vidéos où je vous fais un petit peu mes recommandations de matériel selon le type de photographie que vous pratiquez. Donc si vous voulez pratiquer un peu d'autres photos que la photo de paysage, regardez aussi les autres vidéos, ça pourrait vous intéresser. Voilà, merci beaucoup, ciao, salut.